Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers et chers collègues, les puissants ne cèdent jamais rien, ni le pain, ni la liberté, écrit Éric Vuillard dans La guerre des pauvres. Ainsi vivons-nous dans un monde marqué par les inégalités, le chômage, la précarité, la misère. Et pour certains, ainsi va le monde, ainsi va l'humanité. J'en connais qui pensent que les inégalités sont fondées et constituent un moteur de la société. J'en connais qui pensent que le chômage résulte des chômeurs, la misère des misérables, la faim des affamés. J'en connais qui pensent que s'ils le voulaient vraiment, les pauvres pourraient s'en sortir. J'en connais qui pensent qu'on n'a que ce qu'on mérite. Ah, le mérite, la belle affaire. Celui qui gagne dans une vie 1000 fois plus qu'un de ses semblables, l'a-t-il vraiment mérité? Même si ce fut aux origines sur la féodalité, la loi du mérite, c'est la victoire du pouvoir de l'argent et du hasard. La loi du mérite, c'est la victoire de l'illusion et de la vanité. La loi du mérite, c'est la victoire de quelques-uns sur le plus grand nombre. La loi du mérite, c'est la défaite de l'égalité. J'en connais qui se plaisent à diviser, à opposer, à organiser la compétition des uns contre les autres, qui attisent les égoïsmes et les ressentiments. J'en connais qui attisent cette idée pernicieuse que chacun trime autant que j'ai trimé, que chacun souffre autant que j'ai souffert. J'en connais qui défendent l'inégalité des droits, qui font le tri entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, entre les pauvres étrangers et les pauvres français, comme si la misère pouvait être souhaitée à qui que ce soit, comme si donner de l'aide à une personne humaine dans le besoin arrachait quelque chose à la société, comme si la société, au nom de chacune et chacun, non pas chacune et chacun à défaut de la société, pouvait s'épargner le plus élémentaire geste d'humanité, comme s'ils n'étaient pas tous et toutes victimes du même mal, du même refus de partager les richesses. La pauvreté attise la peur. On n'a qu'une idée en tête, c'est d'y échapper. Comment peut-on croire que ceux qui la connaissent, celles qui la connaissent, l'ont choisie? Le mouvement qui agite notre pays depuis plusieurs semaines porte le refus de la misère. Il veut la justice sociale. J'en connais qui ne veulent rien céder, ni le pain, ni la liberté, et pas même le plus rabougri commencement de respect. Oui, la première chose qui doit être donnée, c'est le respect. Parce que la pauvreté, la précarité sont d'abord des humiliations avec tout ce qu'elles peuvent détruire en chaque être humain. De ce respect peuvent découler beaucoup de choses, écrit le cinéaste Costa Gavras dans un petit livre daté des Quarts-Mondes, se fixant l'objectif d'en finir avec les idées fausses sur la pauvreté. La première chose qui doit être donnée, c'est le respect, parce qu'elle appelle tout le reste à sa suite. Nous vivons dans un monde qui fabrique l'insupportable, qui broie des vies, qui abîme l'humain. Nous vivons dans les mailles insensées du capitalisme qui entrave l'humanité dans son développement parce qu'il se nourrit des logiques de prédation et de domination. Nous vivons dans un monde où 800 millions de personnes vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Nous vivons dans un pays où 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Nous vivons dans un pays où même des enfants peuvent se trouver sans logement, où l'on se presse au Resto du Cœur, où des travailleurs et des travailleuses logent dans leur voiture, où des femmes et des hommes montent des abris de fortune jusqu'à réinventer des bidonvilles. Nous vivons dans un monde où l'on coupe l'eau, l'électricité à celles et ceux qui sont dans le besoin. Nous vivons dans un monde et dans un pays où celles et ceux qui produisent les richesses en voient si peu la couleur, où l'on est appelé en permanence à travailler plus pour gagner sa vie, où l'on ne sait pas si l'on aura encore du travail le mois qui vient, où l'on doit trouver du boulot pour payer ses études. Et comme Victor Hugo, nous sommes de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Non pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, précisait-il, mais bien détruire. Parce que nous vivons dans un monde et dans un pays où l'on pourrait partager autrement le travail et les richesses, parce que nous vivons dans un monde et dans un pays où la productivité progresse, parce que nous vivons dans un monde et dans un pays qui a su trouver les voies de grandes inventions sociales. Et que si ces grands édifices ont été abîmés, si leur élan a été interrompu, ils continuent de produire des effets et d'alimenter
notre imaginaire collectif. Alors oui, il faut oser aller de l'avant, prendre l'offensive, ouvrir des brèches. Un débat a pris corps autour du revenu universel ou du revenu de base. Ces formules recouvrent diverses acceptions, diverses propositions, fondées sur divers diagnostics et poursuivant diverses finalités. Pour certains, il s'agit d'acter la raréfaction du travail. Pour d'autres, d'amorcer le dépassement du salariat. Pour d'autres encore, de déconnecter le revenu du travail. Pour d'autres aussi, de rémunérer le travail gratuit. Pour d'autres également, d'accélérer le travailler plus pour gagner plus ou de compenser la mauvaise rémunération du travail par le capital. Pour d'autres, par ailleurs, d'octroyer un droit fondamental et inconditionnel à vivre. Certains s'inscrivent dans une visée libérale, d'autres dans des quêtes émancipatrices. Il s'agit plus précisément ici de rester dans une logique d'aide sociale, en fusionnant des aides existantes avec l'objectif d'améliorer leur portée. Nous reconnaissons à cette démarche 3 intuitions positives qui appellent des actes forts. D'abord, l'automaticité du droit. C'est une question essentielle. Notre système est fondé sur la capacité de la personne à faire valoir ses droits et non pas sur une démarche offensive de la société pour faire valoir les droits de chacune et de chacun. Il convient donc de renverser la logique. Ensuite, le caractère inconditionnel de l'aide et le droit affirmé à un accompagnement face aux difficultés, ce qui constitue là aussi un renversement nécessaire. Il s'agit d'un parti pris, celui de l'aptitude de chacune et chacun à prendre sa place, à contrario des logiques de culpabilisation et de punition qui prévalent aujourd'hui, par exemple, quand il s'agit d'évoquer l'assurance chômage. Enfin, l'ouverture de droits véritables pour les jeunes qui sont jusqu'ici exclus de dispositifs véritablement efficaces, ce qui entrave leur capacité à se projeter dans leur existence et même à vivre pleinement leur jeunesse. Nous avons émis des doutes quant à la fusion d'allocations ayant des raisons d'être distinctes. Comment un dispositif, nous sommes-nous interrogés, pourra-t-il mieux répondre à la diversité des situations qui appellent une solidarité ? Par ailleurs, si tel n'est pas le dessein de cette proposition, nous avons vu le président de la République évoquer avec des lumières dans les yeux le pognon de dingue que l'on dépenserait en aide sociale et nous savons que se préparent des fusions à sa façon visant à réduire un certain nombre de droits. Nous avons donc tendance à penser que ces 3 intuitions pourraient être portées efficacement sans fusion. Mais l'existant ne saurait en aucun cas nous satisfaire. Donc, ce débat que vous voulez alimenter par cette expérimentation nous intéresse. Il doit grandir, il doit prospérer. Nous avons des propositions à y faire, développer l'automaticité des aides, amplifier les dispositifs d'accompagnement humain, créer une allocation d'autonomie pour la jeunesse, garantir une aide au logement plus efficace, mais plus largement, pousser plus loin la grande idée de la sécurité sociale tellement abîmée par les réformes successives, en assurant des droits tout au long de la vie, pousser et en sécurisant les parcours de vie dans l'emploi ou dans la formation, pousser plus loin l'édification de services publics démocratisés de notre temps pour établir l'égalité des droits et y insuffler de la gratuité pour leur donner un dynamisme à la hauteur des enjeux dans tous les domaines cruciaux de l'existence, les transports, le logement, l'énergie, l'eau. Ainsi, au plus, accréditer ce qui fait de nous, ce qui nous fait des égales et des égaux, plutôt que des bénéficiaires. Rassembler autour de notre bien commun. Cela vaut bien qu'on en discute et qu'on n'en reste pas à l'état actuel des choses, où celles et ceux qui sont maltraités par le système sont contraints de quémander leurs droits de vivre, tandis que les puissants croient pouvoir ne jamais rien céder, ni le pain, ni la liberté. Merci, monsieur le député d'Harréville.